Extinction. Action par laquelle quelque chose perd son existence ou son efficacité. En accord avec les théories de l'évolution, des espèces animales, végétales, bactériennes ou autres apparaissent, évoluent ou disparaissent. Le football a cela de vivant qu'il semble suivre les mêmes règles, et si on peut estimer qu'il est en évolution constante, il existe malgré tout des années durant lesquelles son évolution semble nettement plus significative. Des années après lesquelles un retour en arrière ne semble plus possible. Ce fut le cas de l'année 2008, avec l'émergence du Barça de Guardiola, qui a coïncidé avec le règne de l'Espagne sur le football mondial. Un football de contrôle, de possession à outrance et de contre-pressing suffocant qui a obligé tous les plus grands coachs à élaborer de nouvelles manières de contrer ce nouveau cheat code. Puis il y a eu l'année 2013, durant laquelle le gegenpressing de Jürgen Klopp a éclaboussé l'Europe avec la démonstration intemporelle des jaunes et noirs en demi-finale de Champions League face au Real. On pourrait aussi parler de l'Ajax de Ten Hag en 2019, éblouissant techniquement, maniant l'art de la permutation comme peu l'ont fait, de l'Atlético Madrid de Simeone, défensivement irréprochable, létal en contre, du Real Madrid de Zidane puis Ancelotti, insubmersible, techniquement grandiose, au plan de jeu caméléon, s'adaptant à l'adversaire en gardant une constante inamovible, celle d'être intraitable dans les deux surfaces, quitte à perdre la bataille du milieu régulièrement. Jusqu'ici c'était un fait, toutes ces manières d'appréhender le football étaient viables, capables de porter des équipes vers les plus hauts sommets. Et c'est en cela que je crois que cette saison 2024-2025 marque un tournant majeur. Pour la première fois de l'histoire du football de club, je crois que les meilleurs collectifs auront désormais systématiquement l'avantage sur les équipes au talent individuel démesuré. Gagner de la façon dont le Real l'a fait en 2022 et en 2024, je crois qu'il est possible qu'on ne revoie jamais ça. Je le crois d'une part parce que les coachs qui prônent ce genre de philosophie et qui ont marqué l'histoire sont eux aussi en voie d'extinction. Mourinho, relégué de plus en plus bas dans des championnats de moins en moins importants. Ancelotti, qui va tenter l'aventure de la sélection. La réussite de cette saison parisienne va aussi dans ce sens. Un PSG qui atteint la finale de Ligue des Champions durant l'an 1 du nouveau projet avec une des équipes les plus jeunes d'Europe, alors que le PSG galactique s'est systématiquement cassé les dents, excepté lors de la très particulière saison 2020-2021. La composition du dernier carré de cette année de LDC abonde encore aussi en ce sens, avec 4 projets de jeu extrêmement clairs, modernes, si fluides, au sein desquels les 11 joueurs de chaque équipe sont proactifs offensivement et défensivement, tout en avalant des dizaines de kilomètres. Quand on compare aux équipes du dernier carré de l'an passé, l'écart semble abyssal. Qui pourrait imaginer le Borussia 2024 éliminer l'une de ces 4 équipes? Pas grand monde. Avec si peu de recul, difficile de dire que je suis sûr de ce que j'avance, mais plusieurs éléments font que je ressens cette sensation. C'est l'extinction d'une manière d'envisager le football. Accumuler les meilleurs joueurs individuellement ne suffira plus, et peut-être plus jamais. Salut tout le monde, j'ai voulu faire ce petit préambule pour démarrer cette vidéo parce qu'il me semblait nécessaire. J'ai vraiment l'impression que quelque chose s'est passé cette année, durant cette saison, quand je vois à quel point les 4 projets collectifs qu'on a vus en demi-finale de Ligue des Champions sont dingues. Alors bien évidemment, ce dont je parle, ça concerne vraiment le football du plus haut niveau possible, hein. Évidemment qu'il sera possible à des plus bas niveaux d'avoir des équipes construites plutôt autour d'individualités que de collectifs. Mais pour atteindre les sommets du gratin du foot, j'ai l'impression que maintenant, il va falloir un collectif ultra solide, ultra rodé, et que sans ça, ce sera pas possible. Et de toute manière, c'est vrai que quand on voit qu'il va y avoir potentiellement l'arrivée de Xabi Alonso au Real Madrid, on sait que c'est un coach qui applique aussi des principes très forts. Et en fait, c'est ça, c'est que s'il y a disparition des coachs sans principe fort, il y aura nécessairement disparition de ces plans de jeu minimalistes basés sur les exploits individuels. Là ici j'ai voulu faire une petite analyse qui va dans ce sens là en revoyant le match, le dernier classico entre le Barça et le Real Madrid, et ouais, comment en est-on arrivé là? 5 classicos d'affilée remportés par le Barça. Alors il y en a un, c'est un match amical, donc bon on va pas trop en tenir compte, mais voilà quoi. 16 buts marqués sur les 4 derniers matchs par le Barça. Comment ce Real Madrid a-t-il fait pour, en affrontant autant de fois cette même équipe, ne jamais réussir à prendre moins de 3 buts, quand des équipes comme Leganés ou Las Palmas ont réussi à s'en sortir?
Qu'est-ce qui s'est exactement passé dans ce Real Madrid et pourquoi il y a un écart aussi abyssal entre ces deux équipes? Alors oui, je dis écart abyssal parce que quand on voit le score 4-3, on peut se dire que les deux équipes étaient pas si éloignées l'une de l'autre que ça. Mais il faut quand même rappeler le contexte. Le Real Madrid a joué le Barça 2 fois dans le pire moment de la saison du Barça. La première fois, juste avant une demi-finale retour de Ligue des Champions. La deuxième fois, juste après une demi-finale retour de Ligue des Champions. Avec un Barça qui était quand même amputé de Koundé, de Baldé, qui n'a pas pu faire de rotation au milieu de terrain avec l'absence de Casado depuis un petit moment, avec De Jong qui doit jouer quasiment tous les matchs. Pareil pour Pedri. Yamal, Rafinha qui joue quasiment tout le temps aussi. Absence de Lewandowski, enfin il était sur le banc, il revenait de blessure. Et surtout, le Barça venait d'enchaîner 2 matchs consécutifs en prolongation. Donc la victoire contre le Real en Coupe du Roi. Et la demi-finale retour mythique, anthologique contre l'Inter. Et dans ces circonstances-là, avec le Real qui a, lui, le luxe de préparer le match autant qu'il le veut pendant toute la semaine d'avant, c'est pas normal qu'on ait vu un tel écart sur le terrain. Et pareillement, je trouve que le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. 4-3, je trouve que c'est vraiment bien payé pour ce Real Madrid. Alors le Real avait aussi des circonstances atténuantes, bien évidemment. Quand on voit la défense que le Real est obligé d'aligner, Tchouaméni, Asensio, il y a véritablement que Asensio qui avait gagné une vraie place de titulaire en défense cette saison. Lucas Vazquez, c'est compliqué avec l'absence de Carvajal. Fran Garcia, entre lui et Mendy, les deux, aucun n'a donné satisfaction. Mais il y avait quand même Ceballos et Valverde au milieu. Ceballos qui a été un des meilleurs madrilènes pendant une partie de la saison. Et puis devant, il y avait toujours Bellingham, Vinicius et Mbappé. Et Rodrigo, petite crise visiblement par rapport à Rodrigo, peut-être un départ, on ne sait pas. Mais pas de Rodrigo, mais voilà, on peut dire quand même qu'il y avait de quoi faire normalement avec un tel effectif et Courtois dans les buts. Évidemment. En fait, le Real sur ce match, ça résume un peu leur saison, c'était ça. Des éclairs, quelques éclairs. Là, ici, c'est l'action qui va donner lieu au penalty pour le Real. Sur cette action, Mbappé est hors jeu. Mbappé est hors jeu et évidemment, ça doit pas être sifflé parce que c'est un mauvais contrôle de Koubarsi qui le remet en jeu et il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une action où t'as mis en difficulté Barcelone parce que t'as créé quelque chose qui les a mis en danger, puisque t'étais hors jeu en fait. Donc à partir de là, si Koubarsi il se trouve pas, cette action elle donne rien du tout. Donc un petit éclair, Mbappé, j'ai revu, j'avais pas capté les stats d'Mbappé sur penalty, c'est pas mal quand même. 48 sur 60, 80% de réussite, 7 sur 8 cette saison. Ouais, c'est quand même de bonnes stats pour un tel volume. Pareil, le deuxième but, un éclair. Barcelone qui se saborde un peu tout seul avec une équipe qui normalement essaye d'aligner constamment ses 4 défenseurs. Là, on sait pas trop ce qu'il fait là, Koubarsi. Pourquoi il est si bas et pourquoi il permet du coup de lancer Mbappé dans le grand espace. Donc voilà, 2 erreurs individuelles de Koubarsi qui font que le Real mène 2-0. Mais quand on voit le match et qu'on le regarde en direct, on n'est pas inquiet, honnêtement, on n'est pas spécialement inquiet pour Barcelone. D'autant plus vu la saison que les Barcelonais ont fait, où ils sont revenus je ne sais pas combien de fois de ce genre de score. On se dit, ok, ils ont 2 buts d'avance, mais rien n'est fait. Mbappé qui va très bien finir. Magnifique action de Mbappé quand même. Contrôle de balle, il touche qu'une fois le ballon il arrive parfaitement ici, il ralentit parfaitement pour que la deuxième touche soit la frappe. Propre, grande classe. Donc quelques éclairs, mais surtout moi ce que j'ai vu dans ce début de match c'est un aveu, et un aveu de faiblesse. Là ici, on est à la première minute, on a le Real qui a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui, si on compte Courtois, et qui a ici la possibilité du coup de relancer court et d'avoir un 5 contre 3. Les meilleures équipes du Real que j'ai en tête, notamment celle de 2022, ce genre de sortie de balle là c'était clinique. Je me souviens notamment d'un match contre Liverpool, je sais plus c'était durant quelle saison, mais ils en avaient collé 5 à Liverpool. Il y avait eu des sorties de balle du Real, mais
C'était mais phénoménal. Tout en une touche de balle, les joueurs tous bien placés, incroyable. Et là, ben, sur cette situation-là où il n'y a que 3 Barcelonais, ben, tout de suite, il y a un aveu d'impuissance du Real. Ils dégagent. Ils vont dégager et ils ont passé toute la première période à dégager vers qui? Vers Mbappé. Mbappé qui doit avoir les pires stats en duel aérien de quasiment tous les 9 de Liga. Évidemment, ben, c'était systématiquement gagné par un Barcelonais. Et c'est surtout quand on compare avec la confiance et le plan de jeu des Barcelonais en face, ça fait mal à la tête. Là, on pourrait croire que c'est un coup de pied arrêté, que c'est un coup franc, mais non, pas du tout. C'est en plein pendant une action. Pendant une action, il y a 9 Barcelonais en tout qui sont là, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 dans la surface. Aucune peur. Sûr de sa force. Ça dénote avec ce que le Real fait en face. Ensuite, au niveau du plan de jeu du Real, quand on se dit qu'il y a un abysse entre les deux équipes, vraiment, c'est le minimum qu'on puisse dire pour moi quand on voit un tel match. Dans un fauteuil, ils ont laissé les Barcelonais jouer dans un fauteuil, et particulièrement le Barcelonais probablement le plus dangereux, le plus létal dans la construction du jeu, Pedri. Là, on va voir cette action, comment ils vont faire tourner les Madrilènes en bourrique. Là, il y a une passe pour Eric Garcia. Eric Garcia la met à Lamine Yamal. Fran Garcia fait n'importe quoi. Il se jette ici, dans cette zone, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, en même temps, après ça, c'est Fran Garcia. On peut pas... voilà. Là, individuellement, il y a des limites. On se dit qu'un meilleur latéral gauche n'aurait pas fait ça. Mais le problème, c'est que, mettons, ce genre de situation, ça peut arriver. Mais là, quand t'es une équipe moderne, quand t'es une équipe de 2025, ben, du coup, le joueur qui est ici, il doit se buter. Il doit se buter pour aller essayer de récupérer, d'empêcher la course dans l'espace libre pour le latéral. Là, on a quand même Vinicius vs Eric Garcia. Je veux dire, à mon avis, on fait un 100 mètres entre les deux. Je sais même pas s'il a le temps de faire 80 mètres Eric Garcia avant que Vinicius arrive. Et ben un peu plus tard dans l'action, Vini il est là. Il a stoppé sa course. Il a laissé Eric Garcia prendre 5-6 mètres d'avance sur lui. Eric Garcia quoi. Ça c'est un problème de mentalité ou je sais pas, de coaching ou de travail à l'entraînement. Tu peux pas laisser ton équipe subir une action comme ça de la sorte et laisser Garcia arriver là dans la surface. C'est incroyable. Un peu plus tard, 12e minute. Pareil, donc Barcelone qui se fait des passes entre les centraux. Koubarsi pour Inigo Martinez. Là, il va ouvrir côté sur Gérard Martin. Et là, le bloc du Real est plutôt bien placé. Il y a la ligne défensive. Il y a surtout ce joueur hyper important, je crois que c'est Valverde, qui est dans l'interligne, qui est l'espace clé du foot. Hein. Si on laisse Barcelone naviguer et se faire des passes dans l'interligne, là, c'est mort. Enfin, l'équipe en face, elle est fichue. Donc là, ça va. Les Barcelonais se font des passes, tournent un petit peu autour, et puis là, ça y est. Là, ça commence à complètement dérailler. Pedri fait un appel, il n'est pas suivi. C'est Pedri quand même. Le Real va le laisser se retourner. Il se retourne et une fois qu'il est retourné, qui c'est qui essaye de venir sur lui? C'est Mbappé qui était derrière lui à la base et c'est Mbappé qui essaye de faire la course pour prendre Pedri. Le joueur qui est ici ne sort pas sur Pedri. Pourquoi? On ne comprend pas. Vinicius, spectateur de l'action. Et Pedri qui du coup va pouvoir décaler Gérard Martin ici. Parce qu'en plus, dans le même temps, l'appel du Barcelonais qui est ici, je vois pas très bien qui c'est, peut-être Olmo, a aspiré Vasquez. Et du coup, il y a tout l'espace libre dans le couloir. Et donc Pedri, il a pu passer de là à ici sans que personne ne sorte sur lui. Ni ce premier joueur, ni ce second joueur. Et donc il peut être face au jeu. Et ça s'est produit de un nombre de fois innombrable dans le match. C'est Pedri quoi, enfin je sais pas. Donc là bon on a cette situation là, bref il va pouvoir centrer, bon là il y a hors jeu mais de toute façon le ballon va pas arriver. Un peu plus tard pareil encore, 29e minute, on a encore Pedri qui est face au jeu, tranquille, dans un fauteuil.
il peut orienter. Et il y a l'organisation tactique du Real qui commence à défaillir de plus en plus avec un no man's land dans l'interligne ici qui est dramatique. Tu peux pas laisser ça aux Barcelonais, tu peux pas laisser cet espace-là. On le verra tout à l'heure sur l'organisation défensive du Barça, vous verrez que ça n'existe pas. Il n'y a pas de moment où dans l'équipe de Barcelone, il y a un trou avec aucun joueur à ce point-là. 31e minute, encore un peu pareil, on a encore cet immense espace, et là franchement le placement défensif des Madrilènes il est catastrophique. Pourquoi il y a 4 joueurs ici? On dirait qu'ils se marchent les uns sur les autres, il n'y a que 2 Barcelonais, il y a 4 joueurs ici. Si on prend toute la surface de réparation, il y a 6 Madrilènes pour 3 Barcelonais, et il n'y en a pas un seul sur les 4 là qui se dit que ça peut être une bonne idée d'être plutôt placé ici. Moi je trouve ça fou, c'est que ça bosse pas. Donc je sais pas, mais alors, vous allez me dire ok c'est une défense un peu expérimentale, ils ont pas du coup les bons positionnements parce qu'ils ont pas assez d'entente collective ensemble et pas assez de matchs peut-être. Mais non, c'est le Real, tu dois avoir un minimum d'intelligence tactique pour prendre ces positionnements là. Donc là, ce qui va se passer, c'est encore plus improbable. Donc ça va être l'égalisation barcelonaise sur cette action. Pedri va voir cet espace, il va se dire bon ben, il n'y a personne qui vient, ben j'avance. Hein. En plus de ça, Vinicius s'élimine tout seul. Et au lieu de rester bas et de se dire ok, il va pouvoir faire une course comme ça pour venir couper la course de Pedri si jamais il part bien plein axe. Non, il lui fonce dessus comme ça. Donc du coup, Pedri il a qu'à pousser le ballon et hop, là, il est éliminé. Pedri face au jeu, donc il est parti de là. Là, il est déjà ici, il est face au jeu et c'est Pedri. C'est dingue. Il va arriver jusqu'ici, il n'y a toujours personne qui l'embête. Faire sa petite passe. Et là, bon ben, Fran Garcia va faire du Fran Garcia. Donc là, Ferran Torres reçoit le ballon. Et Fran Garcia, pour je ne sais quelle raison, c'est pour ça que j'ai écrit vidéo gag. Hein, parce que franchement, il va aller couvrir cet espace-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a Yamal qui est là, qui doit le regarder, qui doit se dire bah, où il va, ok. Donc là, bon ben, il est ici à ce moment-là. Super. Et puis là, ben, ça décale pour Yamal, et puis ficelle. Hein. Ficelle. Regardez la différence avec Barcelone quand ils défendent. Regardez la proximité entre les deux lignes défensives au niveau des joueurs. L'espace est totalement réduit, il n'y a personne qui peut s'infiltrer ici pour trouver quoi que ce soit. La ligne du hors-jeu, elle est bien gérée. Mbappé, alors Mbappé, ouais vraiment, Mbappé, il faudra qu'il bosse ça. Hein. Moi, je comprends pas comment il fait pour avoir une telle vitesse et être si souvent hors-jeu. Je comprends pas pourquoi il se prend pas un mètre de... Pas, il essaye toujours de partir à la limite du hors-jeu. Pourquoi il essaye pas plutôt de se mettre un mètre encore avant? Alors, je sais pas, je pense qu'il y a un manque de mobilité de sa part à ces moments-là où je sais pas, mais je comprends pas. Ça fait 4 matchs contre le Barça dans la saison. Ça fait 4 classicos. Dans les 4 classicos, à chaque fois, il subit plein de hors-jeu. Alors, le record, il en avait fait 8 lors de l'un des classicos. Mais là, il aurait pu en avoir 4 parce qu'il y a celui où il est remis en jeu. Et puis, il y en a un autre aussi où il est hors-jeu, mais c'est pas sifflé parce que l'action aboutit à rien et le jeu se poursuit. Mais ouais, non, voilà. Voilà une équipe de 2025, comment elle défend. Les joueurs sont proches les uns des autres, tout le monde fait les efforts, tout le monde attaque, tout le monde défend. Aucune solution à la relance. Alors là, l'écart entre la façon de relancer des deux équipes, c'est pareil, c'est effarant. Là, on a soit Ceballos, soit Valverde, je pense, qui ressort sur Vasquez. Vasquez qui a le ballon et là qui peut mettre une touche à Tchouaméni. À la limite, il n'y a aucune solution claire. Alors bon, il peut tenter cette passe-là, mais ça paraît un peu difficile. Mais bon, il a au moins Tchouaméni en backup. Il prend le ballon, il contrôle vers l'arrière. Il a encore Tchouaméni en backup. Finalement, il continue à reculer. Il peut plus trouver Tchouaméni, c'est trop dangereux. Tchouaméni lui indique ok, donne à Courtois. Et là, ben, il tente quelque chose qui est pas forcément une si mauvaise idée que ça, mais t'as pas le droit de le rater. Il tente la passe vers l'avant. C'est Bayos, mais c'est raté. C'est raté, ça va dans les pieds de Pedri. Pedri couvre pour Rafinha, et bref, ça donne une grosse occasion. Il ira pas au bout. En plus de pas réussir à bien lancer, il y a des embouteillages de dingue dans cette équipe, des joueurs qui se marchent sur les pieds en permanence. On l'a vu tout à l'heure avec les 4 défenseurs qui sont au même endroit, il n'y en a aucun qui vient occuper l'espace dans l'interligne.
mais il y a des embouteillages dans tous les sens. Là, Barcelone vient de revenir à 2-2. On est quasiment sur le coup d'envoi. Vinicius est trouvé côté. Pareil que Vasquez tout à l'heure. Il peut remettre tout de suite en une touche. Non, il temporise, on sait pas trop ce qu'il attend. Finalement, il se fait enfermer. Le ballon est cafouillé et par miracle, il revient dans les pieds des Madrilènes. Et là, ben pareil. Des joueurs qui sont pas en confiance, qui communiquent pas, qui se parlent pas, je sais pas, qui... Mbappé, il a mis un triplé dans ce match, ok, cool, mais Mbappé, il a coûté, ce but, c'est pour lui. Le but là qui va venir là sur l'engagement quasi, le 3-2, il est pour sa pomme. Mbappé qui sprint vers le ballon, tout comme Valverde, je pense. Là, ici, un peu plus tard dans la course des deux joueurs, là, Mbappé, il peut clairement voir que Valverde, il est face au jeu, il va arriver, il pourra prendre le ballon, peut-être tout de suite la mettre ici, etc. Et non, c'est pas pourquoi Mbappé, il va poser le pied sur le ballon. Résultat, Valverde lui rentre dedans, c'est ridicule. Les deux, collision entre les deux, et le ballon ressort tranquillement dans les pieds de Pedri. Pedri lance Rafinha, et Rafinha qui punit. 3-2. Un but largement évitable et surtout un but indigne d'une équipe du standing du Real. Tu peux pas concéder des buts comme ça sur tes joueurs qui se marchent dessus. Et on va l'avoir en plus, même sur des occasions, même offensivement. On voit qu'ils se marchent dessus. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça, du fait que Mbappé et Vinicius sont souvent dans les mêmes zones. Mais là, il y a eu 2 fois où c'était vraiment... c'était gênant. Là ici il y a ce ballon qui ressort bien, je crois que c'est peut-être Brahim Diaz là qui était rentré je crois à la mi-temps. Et là les deux qui font le même appel. Ils font le même appel tous les deux, ils sont collés l'un à l'autre, on sait pas pourquoi. Et tellement ils font le même appel, Mbappé rate le ballon, Vinicius croyait qu'il allait l'avoir, donc Vinicius shoot dedans et ça fait une passe au gardien de but. Et ça tue une action qui... Ça normalement c'est but hein. Une équipe sérieuse, ça c'est forcément but. Hein. Ils sont en 2 contre 1. T'as le meilleur finisseur du monde, quasiment Mbappé, et un des meilleurs joueurs du monde, deuxième du Ballon d'Or. Enfin, un duo comme ça, normalement, ça doit finir en but tous les jours. Non, ils réussissent à foirer ça. Et même sur le but, le 4-3 du Real, bah c'est pareil. À la base, ils sont bien placés. Et là, la logique, c'est que lorsque la passe de Modric elle part, bah, c'est que Mbappé il prenne le ballon et que Vini il aille côté opposé pour recevoir la passe et terminer. Mais ils sont tellement pas organisés, ils se marchent tellement l'un sur l'autre que finalement, très bizarrement, le ballon il va même pas atterrir dans les pieds de Mbappé, il atterrit dans les pieds de Vinicius. Et bon, là encore heureux, Mbappé c'est encore jouer au foot, donc il va côté opposé, recevoir la passe et finir. Mais dans la logique des choses, ça aurait dû être l'inverse, ça aurait dû être le ballon pour Mbappé qui la passe à Vini qui termine. Et ça, voilà, c'est un but, mais c'est pas un but bien géré. C'est pas une action bien gérée par le Real. La domination, on peut se dire, bon ben ok, donc à la relance, c'est pas bon. Dans les duels, alors ça je l'ai pas mis, mais dans les duels c'est plutôt pas mal. Le Real a remporté plus de duels sur le match que le FC Barcelone. Donc les duels ça va, mais bon, la relance ça va pas. Les sorties de balles du Real, donc c'est catastrophique. Le pressing du Barça, contrer le pressing du Barça, ils y arrivent pas. Avoir un plan de jeu sans relancer court, les relances longues. Alors toute la première mi-temps, il dégage sur Mbappé, il n'y a pas un ballon qui arrive. Deuxième mi-temps, il corrige le tir, il dégage sur Bellingham. C'est un peu mieux, mais Bellingham se fait quand même bien manger dans le domaine aérien sur la deuxième période. Et la façon d'attaquer du Real, c'est des éclairs, on voit rien de construit, on voit rien de bosser. Mais il y a quand même un truc, on se dit, bon, c'est le Real quand même, normalement, ok, le Barça vous explose sur le jeu court, mais sur le jeu long, normalement, vous devez au moins gérer ça, quoi. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Et même sur ça, là, il y a ce truc-là, ces 3 minutes là qui sont assez folles, assez lunaires, où on a du coup Tchouaméni vs Ferran Torres. Acte 1. Acte 1, ben Ferran Torres passe devant, passe longue, ça arrive. Et donc dans le jeu long, le Real aussi est pris. Tchouaméni fait faute, prend un carton jaune. Bon. 35-48. On avance un peu. À nouveau, même chose. Alors là, mais le positionnement défensif du Real, mais ça fait flipper. Hein. Ça, moi je suis supporter de Monaco, ça existe pas. Hein. Même à Monaco, on fait jamais ça. Il y a 3 joueurs qui sont à peu près ligne médiane. Il y a Asensio et là.
Et il y a Tchouaméni qui est ici. Pourquoi il est aussi bas, le gars? C'est quoi ce délire? Et en plus, c'est trop drôle, la position de Asensio. On dirait qu'il indique aux Barcelonais, genre, où faire la passe, où est l'espace. Donc du coup, il y a ni Yamal, ni Torres qui sont hors jeu, parce que Tchouaméni les remet complètement dedans. Et là, pareil, avant que Tchouaméni il tente une intervention, une espèce de retournée acrobatique, il rate le ballon, ça finit dans les pieds de Torres. Bon, il arrive à se rattraper dernier moment. Mais on était 37-53. Donc en 2 minutes, il y a eu le Barcelone, ils ont dit bon bah en fait attendez, on n'est pas obligé de se prendre la tête tout le temps à passer court. Même en passant long, ça marche. Il y a... honnêtement, le Real aurait pu égaliser autant de fois qu'il veut dans ce match. Barcelone aurait remis un but plus derrière. C'est-à-dire dans ces conditions-là, alors que les mecs sont cramés par une semaine ultra éprouvante psychologiquement, ils ont cramé de l'influx nerveux dans 2 matchs avec des enjeux de dingue et des scénarios de fou, et ils arrivent là, et malgré ça, t'as l'impression qu'ils gagnent main dans les poches, quoi. Donc chaud pour le Real. Donc ça, c'était le jeu long, et même dans le jeu mi-long, ben c'était trop facile pour Barcelone. Là, ici, y a quand même pas mal d'espace au milieu. Barcy, il a pas trop d'opportunités de passe, et ben allez, on va juste ouvrir le milieu encore plus. Petit appel ici, il va ouvrir l'espace, qui aspire le défenseur. Et Koubarsi peut lâcher une passe plein axe, progresser plein axe comme ça. Donc voilà, c'est une équipe, le Real, qui te laisse progresser plein axe. Il laisse Pedri avancer tout seul des 25 mètres vers les 16 mètres. Le niveau du Real est vraiment catastrophique. Catastrophique, pas à l'échelle évidemment de la Liga. Hein. Quand on regarde même leurs indicateurs, ils sont largement au-dessus de toutes les autres équipes à part le FC Barcelone. Hein. Mais pour aller chercher une Ligue des Champions, là pour l'année prochaine, il y a du boulot, il y a du boulot de fou, et bon courage à Xabi Alonso, qui va devoir transformer cette équipe. Ouais, évidemment, encore d'autres erreurs individuelles. Hein. Là, Vasquez qui rate le ballon, qui perd ensuite le duel avec Rafinha. Et ça, c'est le 4e but du Barça, juste avant la mi-temps. Voilà. On termine par le cas Mbappé. Parce que, ouais, c'est un cas qui fait beaucoup causer. Parce que forcément... le gars est décrié et encensé à la fois. Encensé pour ses statistiques assez hallucinantes. Bon, 31 matchs joués, 27 buts, 3 passes décisives. En plus, on peut voir que lui, pour le coup, il a été efficace. 22 XG, il en met 27. Et que, par contre, ses partenaires ont croqué. Hein, puisqu'il devrait avoir 7 passes décisives. Selon les modèles statistiques, il en a 3. Donc, ceux qui ont reçu les passes ont bien croqué. Des statistiques aberrantes, impressionnantes dans tous les domaines offensifs, et faméliques dans tout ce qui est défensif. Sur tous les attaquants, sur tous les 9 que j'ai regardés, j'ai checké j'ai checké des Sorloth, des Lewandowski, des Haaland. Tous ces attaquants-là ont des stats défensifs supérieurs. Vraiment, Mbappé, c'est le bas du panier. Hein, donc, pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire, c'est ça, c'est que là, en gros, quand il y a écrit 1 ici, ça veut dire qu'il est dans les 1% des moins bons attaquants dans ce domaine. C'est-à-dire 99% des attaquants en Europe sont meilleurs que lui dans ces domaines-là. Donc voilà, donc c'est un cas qui divise. Moi, malgré tout, quand je vois à quel point il sait être clutch et à quel point il est bon à la finition, tu peux pas estimer que ce gars-là, ça va être un poids. Juste maintenant, j'ai trop hâte de le voir avec un entraîneur qui a des forts principes de jeu et qui va implémenter une discipline tactique dans ce Real Madrid qui pour l'instant n'existait pas. Et j'ai hâte de voir si Xabi Alonso va réussir à tirer la quintessence du Real tout en conservant un Mbappé concerné. Et voilà, il y a une petite théorie qui circule de comme quoi c'est pas possible de performer avec Mbappé au plus haut du plus haut niveau. Et bon, pareil, il est pas aidé par le fait que le PSG soit en finale de Ligue des Champions pile l'année où il quitte le PSG. Mais voilà, moi je crois pas trop à cette théorie, je pense que c'est possible d'aller gagner une Ligue des Champions avec Mbappé, même s'il fournit pas un travail défensif dingue. Mais il faut juste que tout le reste de l'équipe soit mieux, soit plus équilibré et soit tactiquement d'un beaucoup plus haut niveau. Parce que là, clairement, comme je l'ai dit en préambule, pour moi, on a franchi un cap, on a franchi un palier, et gagner comme le Real le faisait avant, je pense que c'est terminé.
terminé. C'est tout pour cette petite vidéo d'analyse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous auriez rajoutées par rapport à tout ce qu'on a dit ici, sur ce Barça, sur ce Real Madrid, et qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, aussi du cas Mbappé. Pareil, hein, le cas Rodrigo aussi qui voudrait partir. Moi, ça me paraît être une grosse perte si Rodrigo part, mais à voir. Bref, n'hésitez pas à partager avec moi tout ce qui vous vient en tête. On est là pour enrichir la vidéo au maximum par les avis de ceux qui laissent des commentaires. On se retrouve dimanche dans l'émission en live pour les plus assidus, 20h30. Et puis sinon, pour une nouvelle analyse semaine prochaine. Ciao la team.